Bonjour à tous. J'ai la lourde tâche de parler après qu'on ait tous mangé. J'espère que vous n'allez pas trop dormir. Et moi, je vais vous parler d'optimisation de la performance du code et des applications. Et essayer de voir quand est-ce que c'est du bénéfice, quand est-ce qu'on s'en sort et quand est-ce que parfois on fait un petit peu des sacrifices. Je me présente brièvement d'abord. Mon prénom c'est Emmanuel Lin. Mon nom de famille c'est tout le monde. Et je suis dans le monde de la data science, data quelque chose depuis une dizaine d'années. Du coup, j'ai écrit pas mal de code et j'ai profilé pas mal de code. J'ai regardé comment ils se comportaient de nombreuses fois. Et du coup, je suis assez sensibilisé à ces sujets de performance. Il se trouve que j'ai aussi écrit un bouquin sur le MLOps. J'en fais quand même un petit peu la petite pub. Et puis, je vous ai mis mon lien vers mon LinkedIn. Je mettrai les slides sur LinkedIn après, si vous voulez. Et ce talk, en fait, c'est un peu une suite d'un talk qui a eu lieu ici à Braidscamp il y a un an. Il y a un monsieur qui s'appelle Tristan Nitto, c'est un de mes collègues. Il est venu faire une conférence. Alors pour ceux qui étaient, je crois que c'était le jeudi soir. Il a présenté sa loi de Heroom. Peut-être que vous avez vu ça sur LinkedIn ou pas. Tristan Nitto, en fait, c'est quelqu'un qui est assez important quand même dans le monde de l'informatique. Il a contribué à la fondation Mozilla, il a contribué à Quant, il a fait pas mal de choses. Puis aujourd'hui, on a la chance de bosser avec lui chez Octo. Et dans son talk, je vous le résume en 5 minutes pour vous expliquer après ça la suite de mon talk. C'est dans son talk, il explique déjà un truc. C'est en fait, si on prend aujourd'hui la situation actuelle, on a du hardware. Ça va être par là, ouais, c'est ça. On a du hardware, c'est la puissance des machines qu'on a qui est disponible. Puis on a du software qui tourne dessus. C'est un usage actuel qu'on a de ces machines. Peut-être c'est légèrement inférieur parce qu'on n'utilise pas toutes nos machines, mais c'est ça. Et ce qui se passe dans le monde de l'informatique depuis pas mal de temps, c'est qu'on a la loi de Moore qui nous double la puissance de calcul tous les 2 ans. Donc en gros, si on revient dans 2 ans, je prends ma boîte hardware et puis j'en rajoute une au-dessus et en gros ça fait x2. Et il nous décrit aussi la loi de Wirth. La loi de Wirth, c'est en fait ce que Intel te donne, Microsoft le reprend. Par exemple, la taille d'une page web a été multipliée par 150 dans les 25 dernières années. Donc quand vous chargez une page web, c'est 150 fois plus qu'il y a 25 ans. Pas forcément toujours mieux, souvent beaucoup plus lent. La configuration de base Microsoft et Office, ça a multiplié par 171 l'usage de RAM nécessaire pour faire tourner ça sur les dernières années, sur les 2 dernières décennies. Ok ? Donc en gros, tous les 2 ans, on est en train d'augmenter ça. Le truc, c'est que l'impact du numérique, on commence à en parler pas mal. Commence à être beaucoup, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, je crois, dans le monde. Et surtout, c'est au niveau de la fabrication en fait qu'on a cet impact principal. Que ce soit sur les émissions de gaz à effet de serre, sur l'eau ou sur les ressources, c'est au moment de la fabrication. Au moment de l'utilisation, on consomme un peu d'énergie. C'est valable uniquement en France parce que nous, on fait du nucléaire et de l'éolien et on fait pas du charbon. C'est pas si énorme que ça pour le reste. Donc le problème en fait, c'est de prendre du hardware qui était bien avant, qui marche, et puis de se dire, il est has-been, je vais le jeter parce que mon logiciel a besoin de plus de mémoire, de plus de CPU pour tourner. Et on jette à la poubelle du silicium, des CPU qui marchent encore. C'est juste qu'ils ne sont pas suffisants par rapport à nos nouveaux usages. Alors ça s'est un peu calmé, et ce que dit Tristan Nitto, c'est que la loi de Moore, elle est en train de mourir. Elle est en train de se calmer de plus en plus. La façon dont on peut le voir, c'est vos téléphones, vos ordi, vous les gardez vachement plus longtemps qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on en changeait tous les 2 ans. Là maintenant, un téléphone qui fait 3-4 ans, ça tient la route, quoi. Un PC qui fait 3-4 ans, ça tient la route. En fait, c'est juste on a arrêté d'augmenter. Et donc comment on fait ? Comment on continue à innover, comment on continue à faire des nouvelles choses en informatique, sachant qu'on est en train de se dire qu'on va limiter notre puissance de calcul. À la fois parce que la loi de Moore s'essouffle, et à la fois parce qu'on a envie de limiter notre impact. Et donc ça, c'est la proposition de Tristan. C'était, je vous propose la loi de Heroom. Il a pris Moore, il l'a renversé. Il a même trouvé ce que ça voulait dire. Ça veut dire effort radicalement organisé d'optimisation en masse. C'est de lui, c'est pas de moi. Je l'assume pas complètement, celle-là. Et sa proposition, c'est de dire, prenons les logiciels et optimisons-les tous les 2 ans, divisons par 2 la puissance de calcul nécessaire pour faire ça. C'est trop cool en fait, c'est faire la loi de Moore sans rajouter de hardware. En gros, on passe de ça, la partie de gauche là, où on doublait tous les 2 ans à on bouge pas le hardware, et du coup tous les 2 ans on divise par 2 la puissance nécessaire pour nos besoins actuels, et puis on divise par 2 aussi la puissance nécessaire pour nos besoins futurs. Moi, comme ça m'a fait très envie cette idée. C'est vraiment une idée, peu d'idées dans le monde de l'écologie informatique qui m'ont plu, et celle-là, elle m'a vraiment beaucoup plu. Pourquoi elle m'a beaucoup plu ? Parce que ça sert l'utilisateur. Au final, je divise par 150 la taille de ma page web, juste elle charge beaucoup plus vite, et c'est vachement agréable.
Puis moi, en tant que développeur, c'est plus sympa ma vie aussi, puisque ma feedback loop, quand je vais lancer les tests, quand je vais faire tourner l'application, probablement qu'elle sera beaucoup plus rapide. Je serai content de bosser là-dessus. Et puis au final, on me pose une contrainte. On m'ajoute une contrainte. On me dit, t'as pas le droit d'utiliser plus de hardware, même tu dois en utiliser 2 fois moins. Et ajouter des contraintes, en fait, ça pousse à l'innovation. Ça m'incite à innover plus, à être meilleur, à être plus expert, à monter en compétence sur les objets que je manipule en informatique pour que ça marche mieux. En gros, on me demande d'être meilleur. Moi, ça me plaît, du coup, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'apprendre des choses. Et puis, c'est pas de l'écologie positive. On me dit pas, arrête de faire de l'informatique ou arrête de faire des nouveaux trucs en informatique. On me dit juste, refacto ton code de façon à ce qu'il soit plus performant pour pouvoir continuer à en faire. Et là où je crois pas trop à la scalabilité de l'écologie punitive, c'est-à-dire que je pense qu'il y en a qui vont se l'infliger, ok, mais ça passera pas à l'échelle. Je pense que de l'écologie comme ça, où on nous pousse à faire mieux, ça peut passer à l'échelle. Donc ça, c'était l'idée de Tristan, de dire divisons par 2. Je sais pas si vous, ça vous fait peur, si ça paraît ambitieux ou pas. Comme je vous disais, ça fait une dizaine d'années que je bosse dans le monde de la data, et honnêtement, vu le code que j'ai écrit, vu le code que j'ai vu, je suis plutôt confiant que les 10 premières années, on les a. Mais comme ça, vraiment facilement. Les 10 premières années, divisées par 32, on va s'en sortir. Les 10 années suivantes, c'est peut-être un peu plus dur, mais on a le temps de réfléchir, puisque du coup, on a gagné 10 ans. Et le but de ce talk, c'est de vous illustrer comment on pourrait faire ça sur une application. Alors forcément, j'ai un background data, donc ça va tourner un petit peu une application plutôt data, mais je pense que ça s'applique à tout type d'application. Pour faire ça, je vais vous proposer une grille de lecture. Je suis convaincu d'un truc, c'est que si je mets sur l'axe des abscisses ma performance de mon code, et je mets sur l'axe des ordonnées n'importe quel critère, la maintenabilité du code, le fait que j'ai les ressources à disposition, les ressources de calcul, mais aussi les personnes, est-ce que c'est facile de trouver des gens qui ont ces compétences, etc. Ma quantité de bugs, ma facilité à débugger, etc. N'importe quel critère, je suis convaincu que la courbe, elle ressemblera toujours à quelque chose comme ça. Au début, ça monte, et après, ça redescend. En fait, les premières optimisations, c'est des optimisations qu'on devrait faire toujours. C'est pas coder avec les pieds. Bon, sérieusement, on a tous déjà codé avec les pieds une paire de fois. Et la deuxième partie, c'est plus des choix conscients qu'on est censé faire. Se dire, ben là, je suis en train de choisir vraiment, dans ce cas-là, ça vaut le coup de faire ce sacrifice. Je sacrifie un peu de maintenabilité pour avoir plus de performance. Ce sera un peu plus dur de débugger, mais mon code est plus performant. Au final, la montée de la courbe, c'est un peu de la généralisation. J'applique tous les beaux patterns, tous les bons patterns qu'on connaît dans le monde du logiciel. Et puis, la descente, en fait, c'est de la spécialisation. C'est je me dis, étant donné mon a priori, je sais que mes utilisateurs se comportent comme ça, je sais que mes données sont plutôt comme ça, je vais spécialiser mon code. Okay. Je vais reprendre cette courbe après ça au fur et à mesure pour vous remontrer un petit peu toutes les propositions d'amélioration que j'ai et les placer sur cette courbe. Donc, je veux diviser par 32 la puissance de calcul nécessaire pour mon application. Pour moi, il y a 4 volets à creuser, et il faut les creuser dans l'ordre. Si on se plante, on va optimiser des trucs qui vont nous mettre dans un coin, dans un goulot d'étranglement, et on va pas s'en sortir. Pour moi, il faut commencer par l'architecture. L'architecture, tout en haut, c'est comment j'organise. Alors ça peut être l'architecture des services, mais ça peut être aussi l'architecture dans votre base de code. Qui appelle qui à quel moment, en gros. Une fois que j'ai optimisé ça, je vais optimiser mon stockage de données. Comment je représente mes données pour mon cas d'usage. Est-ce que j'ai besoin d'optimiser en lecture, en écriture, quelle tâche j'ai besoin de rechercher. Puis j'optimise mon code, j'essaie de pas coder avec les pieds. Et pourquoi pas, tout en bas, il y a un peu d'algorithmie, mais en vrai, on n'en fait plus beaucoup de l'algorithmie. C'est souvent fait dans les librairies à la place, mais l'algorithmie, c'est je calcule un maximum sur une liste. Quel est l'algorithme le plus puissant pour aller chercher le maximum dans ma liste. Des choses comme ça. Mais souvent, ça s'est planqué dans des librairies qu'on utilise. Donc je vous propose de partir d'un cas d'usage. On va essayer d'afficher des indicateurs, et on va le regarder déjà sous l'angle architecture, puisque mon pitch, c'était on commence par architecture. Alors le cas d'usage que je vous propose, sans doute que vous vous en souvenez, ça s'appelle Covid Tracker. Vous savez, ce truc pendant le Covid qui permettait de suivre le nombre de cas de Covid jour par jour, le nombre de décès et des trucs comme ça. En gros, la tâche, elle revient à collecter de systèmes opérationnels plein de données, de les agréger et de les mettre à disposition de mon ensemble d'utilisateurs. Ouais. Peut-être qu'on ne fait pas tous des Covid trackers tous les jours, mais en vrai, dans vos organisations, souvent on développe des applications qui collectent des données des systèmes opérationnels, et puis on fait une restitution, et on file ça à des utilisateurs. Je vais le regarder sous l'angle de l'architecture, mais je vais prendre un truc de l'algorithmie. Je ne sais pas si vous en souvenez de vos cours d'études supérieures, ou peut-être en fin de lycée, c'est la complexité algorithmique. La complexité algorithmique, c'est un moyen de mesurer comment ça va évoluer mon temps de calcul ou ma complexité spatiale, mon espace mémoire.
ça peut évoluer linéairement, en grand taux de n, en ordre de grandeur de n. C'est-à-dire, en gros, tu as 10, en gros, tu feras l'ordre de 10 opérations, tu as 100, tu feras l'ordre de 100 opérations, etc. Ça peut évoluer en n carré, là, vous sentez que ça explose. J'ai 10, ça va faire une centaine, j'ai 100, ça va faire autour de 10 000. En n cube, là, ça explose encore plus vite, ou ça peut être plus petit en log de n. Ok. Je vous propose une première architecture minimaliste, peut-être qu'on pourrait développer là rapidement sur mon laptop, pour faire mon cas d'usage, mon Covid tracker. J'ai mon utilisateur, il va appeler mon front-end, il veut voir des graphiques sur le Covid. Okay, pour ça, il faut qu'il récupère des données agrégées pour qu'elles s'affichent. C'est vrai que les données agrégées, il va les récupérer sur son back-end, il va faire peut-être un get sur une API. Pour avoir les données agrégées, le back-end, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit récupérer des données brutes, donc il va faire des appels à mon système opérationnel, à mes systèmes opérationnels, puis il va agréger les données. Et là, je commence à rajouter des hauts, des ordres de grandeur. Les appels des utilisateurs vers le front-end, j'en ai en haut du nombre de chargements. Combien de fois il va appuyer sur la touche F5. Bien sûr, on peut avoir des trucs après ça pour réduire ça, mais en gros, au début, c'est combien de fois il appuie sur la touche F5, combien j'ai d'utilisateurs. Mes appels au back-end, je vais en avoir en haut du nombre de chargements fois le nombre de graphiques. Souvent, vous avez découpé votre code, vous avez dit un graphique égale une route d'API, donc je vais faire un appel API. Et donc là, si j'avais 100 utilisateurs et 10 graphiques, je passe premier appel à 100 utilisateurs, puis 1000 appels à mon back-end. Ça pique déjà un peu. Et puis, si pour constituer un graphique, à chaque fois j'ai besoin en moyenne de 3 appels à ma source opérationnelle, en fait, je suis en haut de nombre de chargements fois nombre de graphes fois nombre de sources. Donc là, je suis à 3000 appels sur mes sources opérationnelles. Ça commence à piquer. Là, normalement, c'est le moment où la source opérationnelle commence à vous engueuler. Ok? Vous voyez cette idée de ordre de grandeur? Donc ça, c'est mon architecture de base, et puis on va essayer de réduire tous ces hauts de quelque chose. Alors, on pourrait faire un truc, on pourrait rajouter un cache. C'est une stratégie classique. Je mets un cache sur ma source opérationnelle, je me mets un a priori, je me dis, sur ma source opérationnelle, je sais que je fais toujours les mêmes appels, donc je vais mettre ce cache. Je vais stocker, moi, le résultat du dernier appel identique, et puis je vais faire les appels que quand j'ai de nouveaux appels. Ça peut permettre de réduire à ce niveau-là. Mais je pense que c'est une optimisation un peu prématurée, parce qu'en fait, on n'a même pas bien découpé notre architecture. On a mis ce cache, et ça nous planque plein de choses. Je viens de faire un sacrifice, en fait, parce que je sais même plus si mes appels ils passent dans le cache ou dans ma source opérationnelle. Je suis obligé de maintenir mon cache. Ça me va pas trop. Du coup, fausse route. Je vais en tenter une autre. Je vais tenter une autre route, c'est de découper le monde analytique et le monde opérationnel. Ça, on est clairement dans les optimisations bonnes pratiques, normalement, sur ma courbe ascendante. Vous vous souvenez? On se dit, attends, ma source opérationnelle, il n'y a pas de raison que je l'appelle à chaque fois que j'ai des utilisateurs qui regardent mon dashboard. Du coup, je vais rajouter là, en haut, une brique ETL, de Data Engineering. ETL, c'est Extract, Transform et Load. L'idée, c'est qu'elle va aller écouter ma source opérationnelle. À chaque fois que j'ai des changements, sur toutes mes routes, je vais récupérer le changement et je vais l'inscrire sur un stockage. Et du coup, mon back-end, lui, se charge juste de lire depuis le stockage. Si je regarde ma complexité, du coup, sur ma source opérationnelle, maintenant, je suis en appel en nombre de changements fois nombre de sources. Et j'ai décorrélé ça de mon nombre d'utilisateurs. Ce qui est plutôt confortable. À condition que, du coup, j'ai moins de changements que j'avais d'utilisateurs. Et puis, du coup, entre mon back-end et mon stockage, j'ai plus beaucoup d'appels. Je suis en fois le nombre de sources, mais j'appelle un peu moins, en fait. J'appelle un stockage qui est proche de chez moi plutôt que d'appeler une source distante. On continue. Peut-être que j'ai pas besoin de temps réel. Je suis en train de faire un dashboard qui suit le Covid. Il y a plein de cas d'usage où j'ai pas besoin de temps réel. J'ai pas besoin d'avoir tous les changements de mon application. Je pourrais choisir du coup d'avoir un nombre de crons un peu réduit et de mettre un truc qui est régulier dans le temps, qui va voir régulièrement. Attends, file-moi tes nouvelles données, file-moi tes nouvelles données. Typiquement, dans le cas de Covid Tracker, une fois par jour, ça doit être amplement suffisant. Ce qui est bien inférieur sans doute au nombre de changements. Ça permet de réduire mon haut en haut, c'est passer en haut de nombre de sources fois nombre de changements, en nombre de sources fois nombre de refresh que je fais. J'ai rien changé sur le reste de ma pipeline. Maintenant que j'ai fait ça, je peux me poser la question de tu calcules tes données agrégées dans ton back-end. Est-ce que tu as vraiment besoin de calculer tes données agrégées à chaque fois qu'il y a un utilisateur qui veut les voir? En vrai, ces données agrégées, elles dépendent de la source de données. Donc je pourrais transférer ce bout de code-là dans ma brique de data engineering, dans ma brique d'ETL. Et donc ma brique d'ETL, elle récupère les données brutes, et quand elle a des nouvelles données brutes, elle fait des données agrégées et elle les sauvegarde. Ce qui est cool, c'est que du coup, mon back-end, maintenant, il va requêter mon stockage uniquement en nombre de chargements fois nombre de graphes. Il va juste récupérer les données agrégées. Ok? Je mettrai des chiffres après ça sur tous ces hauts si vous êtes perdus sur les grands hauts. Maintenant que j'ai fait ça, je me dis, pourquoi je ne calculerais pas directement mes graphes? Vu que j'affiche les graphes à tous les utilisateurs, surtout sur Covid Tracker, c'est vraiment explicite, c'était à chaque fois la même courbe sur les 10 derniers jours. Donc,
vu que c'est pour tous les utilisateurs le même graphe, je pourrais générer mon graphe, un format image, le stocker, ce graphe-là, et du coup, quand j'ai un appel à mon back-end, bah, du coup, je récupère mes images et je refile mes images à mon front et il affiche directement les images. Bref, mon back-end fait plus que place plat. Alors là, j'ai un petit sacrifice. C'est que du coup, si je voulais que mon utilisateur puisse zoomer exactement, resizer la fenêtre, etc., comme il voulait, bah, je peux plus le faire. En même temps, je peux peut-être imaginer 3 zooms différents sur la dernière année, sur le dernier mois, sur le dernier jour, 3 images différentes, et puis du coup, à chaque fois qu'il clique, je vais rechercher la bonne image. Vu que mon back-end fait que passe plat, en fait, je pourrais terminer ma démarche en me disant, je fais un site statique. Je fais un site statique où juste j'ai mon rendu HTML, j'ai mes images, et j'affiche ça. Et du coup, à chaque fois que j'ai un refresh de mes données, je recalcule les données de mon site statique et j'affiche ça. Et du coup, en fait, j'ai plus de front-end, j'ai plus de back-end. Mon interaction utilisateur, elle est plus qu'en haut du nombre de chargements. Il va juste requêter ce serveur statique. Alors, je suis pas du tout développeur de Covid Tracker, c'est Guillaume Rosier qui avait fait ça, qui se trouve être en plus un de nos anciens collègues aussi, et c'est l'implémentation qu'il a choisi. Il a fait un site statique derrière Covid Tracker. Alors, si je résume un petit peu quelle tête ça a, au début, donc mon architecture minimaliste, j'avais des opérations internes. Des opérations pour moi, c'est nombre de chargements en ordre de grandeur de nombre de chargements fois nombre de graphes fois nombre de sources. Ça pique un peu, et mon nombre de requêtes externes, c'était nombre de chargements fois nombre de graphes fois nombre de sources. Ça aussi, ça pique. La source externe, elle a dû commencer à me râler dessus, donc c'est le premier truc que j'ai optimisé, et j'ai réussi à la descendre au fur et à mesure pour dire, je fais nombre de sources fois nombre de crons. Combien de fois je refresh mes sources. Et après ça, moi j'ai bossé sur mes opérations internes pour réduire ça au fur et à mesure à une typo du coup dans ma slide, nombre de chargements. Pardon, ça n'est pas une typo, non, c'est mon ETL, il fait un calcul nombre de graphes fois nombre de crons. Il fait les calculs pour chaque nombre de graphes et nombre de crons, c'est moi qui m'embole. On met des chiffres, si on se dit j'ai 100 utilisateurs, 10 graphes, 3 sources, un update par minute, un cron par heure, en fait je suis passé de 3000 de chaque côté là, à 720 pour les requêtes externes. J'ai divisé par 4 mon nombre de requêtes externes. Donc ça c'est mes 4 premières années de eRoom, ce que nous proposait Tristan. Et je suis passé de 3000 à 240 pour mon site statique en ordre de ce genre de calcul. Et du coup, je fais 12 fois moins, c'est mes 7 premières années de eRoom. Sans utilisateur avec 10 graphes, c'est vraiment une petite app interne. Si j'ai fait un site externe avec 1 million d'utilisateurs par jour, 20 graphes, 3 sources, un update par seconde, un cron par minute, du coup, je suis passé de 60 millions à moins de 90 000, 700 fois moins, 9 ans de eRoom, et je suis passé de 60 millions à moins de 30 000. En ordre de grandeur, bien sûr, toujours. Donc 2000 fois moins, j'ai fait mes 22 premières années de eRoom. Et en commençant par l'architecture, en fait, en simplifiant mon architecture, en me posant la question de qui est censé faire les calculs à quel moment, et pourquoi pas sacrifier quelques petites fonctionnalités par moment, j'ai pu réduire drastiquement le nombre de calculs que je devais faire. Et c'est là où pour moi c'est important de commencer par l'architecture avant de regarder le code, ce qu'on va regarder après, c'est que si j'avais commencé par le code, j'aurais optimisé mon code pour 60 millions d'appels. Et j'aurais trouvé des trucs super chiadés, parce que j'aurais cherché, j'aurais fouillé, j'aurais trouvé des trucs probablement immaintenables. Et là, en fait, juste avec mon architecture, le problème n'est plus du tout le même. J'ai optimisé pour 30 000 appels. Si j'essaye de les positionner un petit peu sur ma courbe que je vous proposais, au final, en bas à gauche, j'ai mon architecture minimaliste. Puis après ça, j'ai appliqué des patterns très classiques. J'ai découplé le monde analytique, le monde opérationnel. J'ai challengé le besoin du temps réel. Est-ce que vous avez vraiment besoin de faire du temps réel ? Réponse dans le monde analytique dans lequel je vis rarement ou quasiment jamais. Et puis après ça, j'ai fait les calculs aux meilleurs endroits. Je me suis dit, attends, ça, j'ai pas besoin que ce soit mon back-end qui le calcule à chaque utilisateur. Je peux le faire ça dans ma brique de data engineering. Et après ça, je peux faire des choses qui dégradent un petit peu, mais qui font gagner de la performance. Je peux mettre du cache, je peux mettre du site statique, etc. Mais uniquement une fois que j'ai fait là toutes ces bonnes pratiques. Ok. Bon, maintenant, il faut que je les fasse mes calculs sur mes grosses données. Alors, je vous propose de faire des calculs sur des grosses données, et puis on va regarder ça sur la partie code. Alors, j'ai pas repris le cas Covid, j'ai pris un truc peut-être un peu plus standard. J'ai pris des grosses données, je me suis dit, je vais me faire un tableau avec des numériques, avec des lettres, qui vont être une catégorie ABC, et puis une colonne qui s'appelle partition, 1, 2, 3, 4, 5. Je me suis mis 50 millions de lignes, parce que ça passait bien sur mon laptop, mais on pourrait jouer à ça avec 100 millions de lignes. Et puis on a 2 règles métiers qu'on doit calculer. On doit calculer la moyenne de A, et la moyenne du numérique, et la proportion de A. Alors c'est des règles métiers ultra simples pour que le code que je vous montre après soit simple, mais en vrai, dans la vie de tous les jours, vous allez avoir des règles métiers qui sont probablement un peu plus complexes. Pour faire ces calculs, on va essayer de suivre 2 choses sur mon laptop, parce que l'objectif c'est de minimiser mon empreinte hardware, c'est ce que je cherche à faire.
J'aurais bien aimé suivre deux choses, c'est ma mémoire et mon usage CPU. Et là, ça n'a pas été facile. L'usage CPU, en fait, le bon proxy qu'on a souvent, c'est le temps de calcul. On se dit, temps de calcul, c'est à peu près le temps qui est utilisé pour le CPU. C'est un bon proxy, mais c'est pas parfait. Si vous faites en Python, la time.sleep ou dans n'importe quel langage, vous attendez un petit peu, le CPU fait rien, et pourtant le temps augmente. Pour ce qui est de la mémoire, alors je vais vous donner des exemples en Python parce que je suis du monde Python, mais mon code il est assez standard, donc je pense que ça marche à peu près dans toutes les librairies. Le code ne marche pas dans toutes les librairies, mais les patterns marchent dans toutes les librairies. En Python, du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai des trucs qui sont affichés à mon utilisateur, et puis dans ma mémoire, il y a Python qui fait des choses intelligentes, avec PyMalloc. Et après ça, il y a des trucs qui sont faits intelligents au niveau du C, en malloc, et du coup, au final, on peut avoir des résultats un peu différents. Et donc j'ai choisi de mesurer deux trucs. J'ai choisi de mesurer à peu près ce qui se passe au niveau du C, avec un outil qui s'appelle MRay, et puis choisir ce qui se passe au niveau de l'utilisateur, avec, en Python, c'est 6.getSizeOf, ça me donne la taille estimée de mon objet. Et j'ai fait une première implémentation de mes règles métiers. Alors ça, c'est très orienté développeur qui connaît pas le monde de la data. J'imagine qu'on peut écrire ça dans à peu près n'importe quel langage. Ou pour ceux qui sont pas trop familiers avec le Python, ma première ligne de code, je définis ma fonction, et je lui donne une string qui contient mon fichier CSV. Ma deuxième ligne, du coup, j'introduis mes trois variables, ma somme totale, mon nombre de lignes et mon nombre de A. J'initialise tout ça à 0. J'ouvre mon fichier ligne 3, ligne 4 et 5, je fais un peu le plomberie, on s'en fiche un peu. Ligne 6, je lis les lignes une à une, donc je fais une for loop sur toutes mes lignes. Et pour chaque ligne, après ça, j'incrémente ma somme de ce qui était dans la colonne 0. J'incrémente mon nombre de lignes et j'incrémente mon nombre de A. Ça c'est très pythonesque par contre, c'est un booléen, ça peut devenir plus 1. C'est trop bien ça. Du coup on fait rho crochet 1 égale A et puis je peux l'incrémenter. Et puis ma dernière ligne, je retourne mon résultat, je divise par le nombre de lignes. Ok. Si on regarde mes indicateurs, mon pic mémoire, mon allocation mémoire maximum, elle est passée à 48 mégabits. Ça veut dire quoi ? Non, d'abord, et mon plus gros objet, lui, il faisait 104 bits. Donc j'ai une dizaine d'objets, un truc comme ça, et le plus gros, il faisait 104 bits. Donc on pourrait s'attendre à avoir un pic mémoire bien plus faible, mais en fait, c'est la garbage collection qui n'est pas encore passée. Il a gardé des trucs en mémoire, il a fait des choses en dehors de mon code, mais bon, bref, il a fait plus que ce que j'ai utilisé. Et il a mis 82 secondes sur les 50 millions de lignes que j'avais, donc là j'ai un Intel i7, je ne vais pas chercher particulièrement à être performant, on pourrait sans doute l'optimiser un peu plus. Alors qu'est-ce qu'on aime dans ce code ? Je n'ai pas de framework, je ne tire aucune dépendance. Ma seule dépendance c'est CSV, et je crois, j'ai pas vérifié, je voulais vérifier qu'elle est native à Python, donc j'ai même pas besoin de le faire. Je peux écrire le même code à peu près dans tous les langages, et c'est très parcimonieux en Rable, à 48 mégabits, franchement, je m'en sors très bien. L'inconvénient, c'est 82 secondes pour faire ça. Honnêtement, c'est assez lent et on va essayer de faire quelque chose. Je peux avoir une deuxième approche, c'est data engineer sorti d'école. Normalement, j'écris à peu près ce code. Je connais le monde de la data et je sais qu'il y a une librairie en Python qui s'appelle Pandas. Pandas, c'est la librairie pour tout faire avec des tableaux de données en gros. Ok. Ce qui se passe, c'est du coup, je définis ma fonction. Ligne 2, maintenant, je fais ma lecture. Je fais df égale pd, c'est pour pandas.read CSV. Je lui dis lire un CSV, il charge tout en mémoire. Après ça, je lui dis, tu me calcules la mine avec un df crochet numérique. Tu prends la colonne numérique et t'appliques une moyenne. Et tu calcules le nombre de A, donc je fais à peu près la même chose. Alors, ce qui est cool, c'est que le code, il est simple et efficace. J'ai utilisé mon framework. Il est très découplé, mon code. Il est très découpé. Parce qu'au final, j'ai une ligne qui contient la lecture, une ligne qui contient ma règle métier 1, une ligne qui contient ma règle métier 2. Et ça, c'est confortable parce que quand ma règle métier va devenir plus compliquée, là, bien sûr, j'ai pris des règles métiers bidons. Quand ma règle métier va devenir plus compliquée, je peux l'extraire dans une fonction. La vie est belle. Par contre, quand on regarde la mémoire, ça pique un peu. Parce qu'il a chargé tout le data frame. Il m'a chargé les 50 millions de lignes en mémoire. Et donc, le plus gros objet, il fait 3,7 gigas. Et mon pic mémoire est 3,1 gigas. Donc ça veut dire qu'il y a une petite optime qui s'est passée où il n'a pas tout stocké parce qu'il était capable de faire des choses plus intelligentes que ce que je faisais moi. Par contre, je divisais mon temps par à peu près 2. Je suis passé déjà plus qu'à 43 secondes. En utilisant mon framework, j'ai gagné pas mal de temps. Côté mémoire, ça pique un peu. Côté temps de calcul, j'aimerais bien faire mieux. C'est vraiment naïf sorti d'école. Je vais prendre ces valeurs comme référence. Après ça, tout le long, je vais rajouter des pourcentages en moins qu'on a fait mieux à partir de cette référence pour illustrer un petit peu ce que ça fait. Donc à chaque fois, les pourcentages en moins, c'est par rapport à ça. Je vous disais en 10 ans, j'en vois souvent des codes écrits comme ça. Ils sont beaux, ils sont propres, mais pas très efficaces. La première optimisation qu'on peut faire, un peu de frugalité. J'ai pas besoin de toutes mes colonnes, je vous ai dit, j'ai 3 colonnes. J'ai une colonne numérique, lettres et partition. Du coup, ligne 2, je change et je rajoute le petit argument useCalls égale numérique et lettres. Et en gros, du coup, je charge pas la colonne partition. Et après ça, mes règles métiers, elles ont pas changé, je garde le même découplage. Ce qui se passe, c'est que j'ai une baisse de mon usage de mémoire autour de
11-13%, parce qu'en fait j'ai droppé cette colonne, je l'ai pas chargée. C'est cool. Mon gain il est souvent beaucoup plus grand parce que souvent vous avez 100 colonnes dans les CSV qui sont en train d'être chargées par les data engineers et en vrai ils s'en servent que de 2. Mais bon, là j'en avais qu'une seule, donc j'ai gagné que 10, un peu plus de 10%. Et j'ai gagné en temps de calcul aussi, parce qu'au moment où je lis mon CSV, en fait ce qui se passe sur ma machine, c'est qu'il prend ligne à ligne, il regarde, il dit ça je le veux, et la partition bah, je la veux pas. Et avant il l'a chargé, il cherchait à inférer son type, là maintenant il dit j'en veux pas, et il passe à la suite. Donc là, un mois après la sortie d'études, normalement, peut-être deuxième mois, 6 semaines, il y a quelqu'un qui vous dit « mais arrêtez les CSV, c'est pourri ». Dans le monde analytique. Dans le monde analytique, les CSV, c'est pourri. Faites du parquet. Parquet, c'est un fichier orienté colonne. C'est cool, parce que du coup, quand je vais vouloir charger mes colonnes, je vais charger que les 2 colonnes que je veux. Et dans l'analytique, c'est toujours ce qu'on fait, on prend toujours des colonnes, on ne prend pas des lignes. C'est un format binaire qui garde le type. Ça veut dire qu'il se souvient du type de mes données. Et notamment, ma colonne ABC, c'est pas une string, c'est une catégorie. Une catégorie, c'est vachement plus petit en mémoire. Pareil, mon numérique, je m'étais embêté à le mettre en float 32 au lieu de float 64 pour gagner un peu de place. Ce que ça change, juste, dans mon code, c'est ça. C'est, au lieu d'écrire pd.read.csv, ligne 2, j'ai écrit pd.read.parquet. J'ai juste changé l'appel pour charger ce fichier. Les impacts. Sur mon plus gros objet en mémoire, j'ai fait moins 93%. Okay, je vous disais que les 10 premières années, elles étaient accessibles. On vient de faire un beau bout du taf. J'ai fait moins 90% au niveau de mon plus gros objet chargé en mémoire. Sur mon pic mémoire, c'est un peu moins. J'ai fait que diviser par 2. Parce que là, ce coup-là, j'ai probablement fait des optimes moins qui n'ont pas été suivis plus bas niveau. Et en temps de calcul, je suis passé de 43 secondes à 16 secondes, j'ai gagné 63% de mon temps de calcul. Parce que comme les types sont déjà fixés, en fait, il passe pas son temps à se demander c'est quoi ce type. Ah, faut que je rechange les types de tout le début, puisqu'en fait, je m'étais trompé. Ah, c'est quoi ce type, faut que je rechange le type de tout le début. Là, il garde le type, il va à toute vitesse. Et petite cerise sur le gâteau, en plus, le fichier que vous sauvegardez, il est 3 fois plus petit. Dans mon cas, c'est souvent plus que moins. Donc 3 fois moins d'espace pris, pas d'inférence de type, temps de lecture-écriture plus rapide. Du coup, j'ai pas changé grand-chose, ça va à toute vitesse. Allez, il lui faut un défaut quand même au format parquet. Vous pourrez pas l'ouvrir dans Excel. Il faut peut-être un plugin en plus. Il y a des lecteurs de fichiers parquet qui s'appellent TAD. Sinon, on ouvre moins souvent en Excel. Et puis le moment où vous voulez ouvrir en Excel, c'est que vous êtes sur un profil qui est plus data engineer, qui sait coder. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il y a moins de données. Il n'y a pas besoin de charger 200 millions de lignes. Et donc ça, pour moi, c'est des optimisations qu'on devrait toujours faire. Quand vous voyez de la data engineering et qui font du CSV et pas du parquet, tapez-leur sur les doigts, faites-leur de faire du parquet. Après ça, je pourrais continuer mes optimisations et je vais commencer à descendre ma porte, à dégrader, à faire des sacrifices. Je pourrais avoir une approche qui est, mon data frame, là, il fait 50 millions de lignes, mais en vrai, j'ai pas besoin de 50 millions de lignes à la fois. Quand vous rangez votre maison, vous pouvez ranger pièce par pièce. Vous n'avez pas besoin de tout mettre par terre et après ça, de tout ranger. Donc je commence par ranger la première pièce, je mets tout par terre, je range, deuxième pièce, je mets tout par terre, je range. Et là, c'est ma proposition, c'est une sorte de MapReduce pour ceux qui connaissent. Je vais faire par partition. Donc mon fichier parquet, je l'ai partitionné sur mon file system. Et du coup, ligne 2, je liste toutes les partitions disponibles. Ligne 3, 4, 5, là j'initialise toutes mes variables. Ligne 6, j'itère sur mes partitions. Et ligne 7, je prends une partition, je la charge, et je fais mon petit calcul, là j'incrémente total, j'incrémente le nombre de lignes, j'incrémente mon nombre de A, et je retourne mon résultat. En gros, j'ai pas tout chargé en mémoire avant de faire mon calcul. Mon plus gros objet, du coup là, il fait la taille d'une partition, il fait 2,5 mégabits. Okay, on est à moins 99,9% de mémoire par rapport à ma première solution. Mon pic mémoire, il est à 168. Probablement qu'il y a d'autres choses qui se passent, et en plus, il fait pas une garbage collection très efficace. Je suis à moins 95%. C'est pas mal quand même. J'ai perdu un petit peu de temps de calcul. Plus 53%, non. C'est moins 53%, pardon. Youp là. Ah, j'aurais pas dû faire ça. J'ai voulu corriger ma slide en live comme j'ai l'habitude, mais du coup, j'ai perdu ma souris. Comment je fais bien. Désolé. Donc j'ai gagné 55%, 53%. Ça, j'appelle ça, c'est la boy scout rule, vous savez, en logiciel, quand vous voyez du code qui est pourri, vous moi un truc qui est moche, qui ne devrait pas être comme ça, vous le corrigez en live. Je fais pareil sur les slides. Boy scout rule. Je vois un truc moche, je le corrige tout de suite. Donc j'y retourne. On a réduit de tout. C'est un tout petit peu moins bien que la version d'avant en temps de calcul, mais parce que du coup j'ai un peu plus de plomberie. Mais j'ai une réduction drastique de mon usage de mémoire. Le truc qui m'embête avec cette version-là, c'est que j'ai sacrifié un truc, c'est le couplage de mon code. Là, mes deux règles métiers, elles sont très couplées. Au final, j'ai un mélange entre lecture règle métier 1, règle métier 2, là, qui est mélangé dans ma for loop. Et mon code est beaucoup plus couplé. Alors bien sûr, mes règles métiers, là, sont très simples, et du coup, c'est léger. Et si vous avez des règles métiers qui requièrent 25 lignes de code, ça peut devenir rapidement l'enfer. L'autre sacrifice que j'ai dû faire, c'est qu'en fait, j'ai sérialisé à la main mon calcul.
La moyenne, c'est la somme divisée par le nombre de lignes. Ben ça, ma version Pandas, elle le faisait toute seule pour moi. Là maintenant, je suis obligé moi de recalculer la somme et le nombre de lignes. Et du coup, j'ai dû réfléchir à faire ça. Alors bien sûr, pour une moyenne, c'est pas très compliqué. À nouveau, vos règles métiers plus compliquées, à sérialiser, à dire comment je fais pour le faire par petits lots, c'est un peu plus difficile. Maintenant que j'ai fait des chunks, je pourrais paralléliser ça, donc balancer ça sur plein de cœurs. Et là, j'ai choisi d'en mettre 8. Donc les 3 premières lignes, j'ai fini ma fonction pour un fichier, qui du coup lit ce fichier, calcule la somme, le nombre de lignes et le nombre de A. Puis après ça, de 6 à 12, c'est la partie parallélisation. Donc je récupère toutes mes parallélisations, toutes mes partitions, je fixe mon nombre de cœurs, et je balance ça, je distribue ça sur mon nombre de cœurs, puis je résume le résultat. Le code devient de plus en plus de la plomberie, là. J'ai 6 lignes de plomberie pour 2 lignes intéressantes, et encore parce que je l'ai factorisé pour avoir de la place sur l'écran. Les résultats qui se passent, au final, mon temps de calcul est divisé par 2, par rapport à la version d'avant. Divisé par 2, c'est cool, mais j'ai balancé 8 CPU pour ça. Donc en termes d'usage de CPU, je suis peut-être un peu plus, mais j'ai gagné du temps. En fait, pour pouvoir paralléliser, Python, au moins, il est obligé de redistribuer des objets en mémoire, de dire tiens, voilà les trucs, je vais faire pas mal de plomberie derrière, et du coup, il a passé pas mal de temps à faire de la plomberie plutôt qu'à faire mes calculs. Le plus gros objet, au final, maximum, il a chargé 8 partitions en même temps, donc il est à 2,53 fois 8. Et ce qui est rigolo, c'est que le pic mémoire est plus faible par contre. Et je pense que du coup, comment il balance des threads différents, il doit buter les threads plus efficacement, et donc avoir la garbage collection est plus efficace en butant les threads qu'en faisant la garbage collection. Donc j'ai une version qui est pas mal, je gagne en temps de calcul, mais j'ai sacrifié là maintenant un peu de mémoire, et en plus mon code, ça commence à être que de la plomberie et pas beaucoup de code métier. Dans le monde de la data, après ça, on a Spark. Spark, c'est un framework pour distribuer des calculs à gogo et scaler à toute vitesse. Du coup, ça tourne dans la JVM Spark. Et on peut faire du PySpark, c'est-à-dire qu'on prend des objets Python et on les balance en PySpark. Là, la syntaxe, elle est assez différente. Donc là, ce que vous voyez, ligne 2, c'est que je commence une Spark session pour lui dire, vas-y, je vais faire un truc. Ligne 3, je charge mon data frame. Vous voyez, c'est pas la même chose, c'est spark.read.parquet. Mon average, je lui file un truc bizarre en magic string average de numérique. C'est peut-être pas le meilleur code Spark, hein. Franchement, j'ai pas passé une tonne de temps. Je calcule mon nombre d'euros, etc. Je calcule tout ça et je peux retourner mes résultats. Alors là, j'étais bien embêté, c'est que le calcul de mémoire, c'était la galère. Dans la Spark UI, on peut voir des heap mémoire, des pics mémoire, mais les résultats, ils étaient assez bizarres, donc j'ai choisi de pas les afficher. Et le temps de calcul est plus lent. Le temps de calcul est plus lent parce qu'en fait, il passe son temps à faire de la plomberie. Parce que mon jeu de données est beaucoup trop petit pour faire ça. Là, j'étais à 50 millions de lignes. Si je passais à 100 millions de lignes, je crois que ça passait à 36 secondes, un truc comme ça. Donc ça changeait quasiment rien. Et donc je passe mon temps à faire de la plomberie, et après ça, très peu de temps à faire vraiment des calculs métiers. Ça veut dire quoi? C'est si vous faites du PySpark à moins de 10 gigas de données par jour, faites pas. Faites-le en Python monothread, ça fera le job. En plus, bon, PySpark s'améliore, mais il y a une version, dans une version précédente de Pandas, ce qui se passait, c'est qu'il y avait les objets en mémoire Python et les objets dans la mémoire Spark. Et ils pouvaient pas se parler. Du coup, ils commençaient par prendre tout ce qui était dans la mémoire Python et la copier dans la mémoire dans la JVM. Puis après ça, ils faisaient la même chose à la fin. Donc ça bouffait un max de mémoire pour pas grand-chose. Là maintenant, ils arrivent à partager et à pointer sur le même objet mémoire. Et puis, comme je suis un cool kid, en 2024, je peux pas ne pas parler de Rust. Il y en a qui se sont lancés sur faire Pandas, donc cette librairie de référence en Rust. Ils ont appelé ça Polars. Ce qui est assez élégant, c'est que le code, là, on va retrouver le code un peu plus standard qu'on avait avant. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un PD, l'acronyme c'est souvent PL. Donc là, au-dessus, en fait, ce qui est caché, c'est un import polars as PL. Et je fais un pl.readParquet. Maintenant, c'est plus un useCall, c'est un colons égal later. Ma moyenne, c'est la même chose. Mon nombre de A, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai un point filtre de pl.call. Bon, bref, ça marche. Je retrouve un petit peu ce beau découplage du code. Et quand je le lance, ça pulse. Là, mon calcul il est réglé en 1 seconde. Tout à l'heure, j'étais en une vingtaine de secondes. Là, il est réglé en 1 seconde. Parce qu'il a fait ça au niveau de Rust. Et Rust est réputé plus performant que Python. Ça va pas surprendre grand monde normalement, ça. Polars propose en plus d'estimer la taille du plus gros objet. Donc du coup, il me dit que ça fait autour de 380 mégabits. Donc c'est plus que quand je le faisais en version partitionnée, mais c'est moins que ce que je faisais en parquet avec tout en mémoire. Donc c'est plus petit. Je pourrais envisager de faire une implème en Polars partitionné, voir si ça permet de gagner de la place, mais je suis pas sûr de... Bon, je n'ai pas poussé le vice jusque-là. Du coup, on fait tous du Rust Non.
Polars, c'est une librairie qui est top, mais qui est beaucoup plus récente, par exemple, que Pandas. Donc si vous avez du Pandas dans votre organisation, ne vous dites pas demain matin, je vais tout remplacer par du Polars. Typiquement, il y a un truc que je n'ai pas pu faire là, c'est que j'ai pas pu lire mon fichier parquet partitionné. J'ai dû le relire toutes les partitions et réécrire en un seul bulk, parce qu'il ne permet pas de gérer les parquets partitionnés, pour l'instant. Je suis sûr qu'ils vont évoluer bientôt, c'est une librairie qui bouge à toute vitesse, mais pour l'instant, il ne peut pas lire des parquets partitionnés. Vachement pénible du coup. Pareil, les interactions avec vos cloud providers préférés, elles sont pas toutes parfaites, pas toutes natives. Et ensuite, si vous allez regarder l'historique du package Polars, il y a plein de, c'est encore en version 0. quelque chose, et régulièrement, ils font des nouvelles versions qui cassent tout, et certaines qui sont yanked, c'est-à-dire qu'ils sortent une nouvelle version, et puis en fait, ils se rendent compte, oh merde, on a fait une grosse connerie, on la retire. En gros, c'est un framework qui est vachement intéressant, parce que ça pulse, mais il est beaucoup plus jeune que Pandas. Et comme il est plus jeune, il est moins mature. Et là, ma recommandation, du coup, ça va être plutôt, tu fais un sacrifice, là, du coup. Quand tu pars sur du Polars, tu gagnes en performance, mais tu sacrifies le temps que tu vas mettre pour mettre à jour la librairie, parfois certains debugs, parfois tu vas devoir faire de la plomberie que Polars n'a pas encore fait. Du coup, fais-le sur les librairies, sur les projets où ça vaut vraiment le coup, où vraiment vous avez un enjeu de performance. Là, ça met 2 heures, et si on part sans Polars, ça met 1 seconde, clairement, ça vaut le coup. Mais du coup, si vous avez ce genre d'enjeu, investissez vraiment sur Polars, monter des compétences un peu Rust, histoire de comprendre ce qui se passe en dessous, et pourquoi pas contribuer à Polars, puisqu'on a envie que ça se développe. Et là, je parle de Polars, mais ça peut être toutes les librairies, tous ces frameworks un peu new qui sont parfois intéressants, parfois plus performants. Souvent, il y a un sacrifice, c'est la maintenabilité dans le temps qui est un peu douloureuse. Et du coup, si ça vaut vraiment le coup, investissons dedans. Ok ? Si je regarde, je remets mon tableau de chiffres avec tout, donc ma version très développeur, centrée, elle n'était pas très rapide, mais efficiente en mémoire, ce qui est assez rigolo. Ma version naïve, data scientist, data engineer sortie d'études, je fais un petit prototype là rapide, ça me coûte la blinde en mémoire. Et après ça, au fur et à mesure, rien que déjà en faisant les optimisations que je vais considérer comme genre bonne pratique de marché, donc frugal et parquet, là je peux réduire significativement, là je peux diviser par 2 mon pic mémoire, je peux diviser par beaucoup, je pourrais diminuer de 93% mon plus gros objet, je peux diminuer de 60% mon temps de calcul. En fait, j'ai fait mes 2 premières années de Heroom là, dans ce cas-là, en plus ici. Et après ça, si mes temps de calcul sont encore longs, je peux regarder des optimisations en plus. J'en ai cité quelques-unes, là, faire ça par chunk, paralléliser, regarder PySpark, regarder Polars. Ça peut être intéressant dans certains cas. Le chunk, c'est intéressant quand vos données sont plus grosses que votre mémoire, ça vous permet de faire des calculs sur des trucs plus gros que votre mémoire. Paralléliser, ça va être des calculs lourds avec du CPU disponible, si vraiment c'est des calculs un peu plus intensifs que le calcul de moyenne. PySpark, c'est vraiment vous manipulez des très très grosses données, je pense que c'est si ça tient pas sur Wolf File System. Et puis des librairies un peu dans leur coin de niche telles que Polars, si c'est vraiment un vrai besoin. Mais par contre, on peut aller chercher pas mal d'années de Heroom, là, la proposition de Tristan, donc de dire on va diviser tous les temps de calcul. Et rien que ces 2 premières optimes, là, peut-être un peu naïf de dire je vais choisir juste les bonnes données que je veux avoir, je vais typer mes données, et je vais utiliser le format parquet, ça fait pas mal de taf pour réduire l'usage mémoire de vos projets. Je les repositionne sur ma proposition de courbe. Au final, les trucs qu'on fait toujours, naïf, frugal, parquet, ça c'est des trucs que vous les faites toujours, c'est juste des bonnes pratiques, ça s'apprend. Et après ça, on peut aller chercher des trucs plus sacrificiels, faire ça par lot, mais du coup, mon code devient un peu plus complexe. Paralléliser, mon code devient encore plus complexe, je fais de la plomberie. PySpark, c'est d'autres skills, d'autres compétences. Polars, je vais payer un coût à la mise à jour de ma librairie à chaque fois. Ok. C'est super, je vais parler vite, on va pouvoir prendre des questions après. J'en viens un peu à ma conclusion. Du coup, je vous rappelle ce qu'on voulait faire, ça c'était la demande de Tristan Nito, c'était de dire, passons d'un monde où on double les puissances de calcul avec la loi de Moore et on double le besoin avec la loi de Wirth, à figeons la puissance de calcul et divisons le reste par 2. Et je vous disais, en introduction, je pense que c'est faisable pour les 10 prochaines années. On peut diviser par 32 assez facilement. Là, je vous l'ai montré à l'échelle d'une application. Au final, on a regardé l'architecture pour s'assurer que ce sont les bons services, les bonnes choses, les bonnes personnes qui font les bonnes choses. C'est pas la peine qu'il y ait quelqu'un qui fasse plein de fois la même chose alors qu'il y en a un autre qui peut le faire qu'une seule fois. Sans doute qu'on peut mettre des briques après ça, du cache, des choses comme ça, pour réduire des appels, réduire des choses. Le stockage, je l'ai assez peu abordé puisqu'on l'a vu juste sur le format du fichier de données, donc passer par exemple de CSV à parquet qui est vraiment orienté pour l'analyse de données, mais après ça on peut parler aussi de bases de données. Dans vos bases de données, comment vous représentez vos données? Est-ce que c'est facile de récupérer les données ou est-ce qu'à chaque fois c'est un millier de calcul? Est-ce que vous avez posé les bons index? Souvent avec un index, on peut faire pulser efficacement des calculs. Ça c'est des trucs que j'ai pas mal vus dans des applications en production où il n'y a pas d'index qui ont été posés et c'est lent. Mais il l'accepte. Ouais, mon calcul met 24 heures à tourner. Un calcul de data engineering qui met plus d'une demi-heure, sauf dans quelques très rares cas, c'est juste qu'il n'est pas optimisé.
Le code, on regarde pour faire ça efficacement, après ça, on essaie de ne pas coder avec les pieds. Et puis pourquoi pas un peu d'algorithmie ou utiliser les maths au service de notre problème, c'est-à-dire, attends, avec un peu de maths, comment j'arrive à résoudre efficacement mon problème. Ça, c'était pour une application, en guise d'ouverture, peut-être à l'échelle de l'organisation, comment on ferait? En fait, on a deux gros chantiers, on a reprendre l'existant et on a améliorer le futur, les prochains projets. Reprendre l'existant, bon, je ne pouvais pas parler d'optimisation sans parler de Pareto. Donc, Pareto, 20% des causes font 80% des effets. Okay. Donc il y a moyen de travailler, de cibler la bonne application, le bon truc qui nous coûte une blinde. Ça peut être votre facture sur votre cloud provider qui vous fait signe que tiens, c'est par là que ça coûte cher et que c'est lourd. Ensuite, on va les refactorer. Et en les refactorant, en les profilant, vous allez pouvoir voir, tiens, en fait, c'est ce genre de pratiques, c'est ce genre de problèmes qui sont difficiles chez nous. Dans certaines boîtes, c'est les time series qui sont difficiles. Dans certaines boîtes, c'est le traitement des images. Dans certaines boîtes, c'est je sais pas quoi d'autre. En fonction de votre métier, au final, vous allez avoir des problèmes informatiques spécifiques. Et du coup, montez aux besoins des cellules d'expertise. Si vous êtes une boîte qui est très tournée séries temporelles, investissez sur les séries temporelles. Regardez les meilleures librairies. Devenez contributeur peut-être de ces librairies, justement pour que ça pulse un peu plus la partie séries temporelles. Et puis pour améliorer le futur, en fait, on va prendre les bonnes pratiques d'avant et on va commencer à les appliquer. On va faire monter en compétence les développeurs dans nos équipes. Par développeurs, j'entends tous ceux qui écrivent du code, y compris les data engineers, data scientists. Ils savent bien coder pour certains. Et puis on va refactorer au fur et à mesure les performances. On va devoir penser aussi que du coup le code que j'ai écrit aujourd'hui, dans 10 ans, il va falloir que je le refacto pour qu'il soit plus performant. Donc soyez sympa avec les copains qui vont devoir refactorer ça. Poser des tests peut-être pour documenter un petit peu le fonctionnement, qu'on ait une petite idée de ce que c'est censé faire. Et puis moi, en tant que personne qui écrit du code, ce qui se mesure pas, s'améliore pas, donc je vais apprendre à profiler. Profiler son code, c'est je lance un script reproductible, et puis je regarde combien d'espace mémoire ça a pris, combien de temps ça a pris, puis je regarde où sont les noyaux durs. Et souvent, quand c'est lent, ça se voit comme le truc au milieu du visage. La technique, souvent, c'est aussi de réduire la taille de votre jeu de données, dire je vais profiler juste sur 100 lignes, pour éviter d'attendre 2 heures. Comme ça tourne en 2 minutes, j'optimise, et après ça, je passe à 1000 lignes. Je prends du recul sur la gourmandise en CPU et en RAM de ce que j'écris. Parfois, on écrit des trucs, c'est des dingueries en termes de CPU et de RAM, ça explose complètement, alors qu'en vrai, on pourrait juste l'écrire un peu différemment. Et puis maintenant, on va regarder les nouveaux frameworks, les nouveaux outils sous un autre prisme, sous le prisme de parcimonie en ressources. Est-ce que ce framework super new là, qui est trop bien, est-ce qu'il est en train de bouffer tout mon CPU, ou est-ce que en fait, c'est un truc qui est assez parcimonieux en termes de puissance de calcul? Voilà, c'est ce que j'avais pour vous. On a 12 minutes, si j'en crois l'écran, pour discuter de questions. Merci.